Merci, Madame la députée de Westmount Saint-Louis. Nous poursuivons toujours ce débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1. Cette fois-ci, je cède la parole à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Ça fait plaisir d'intervenir aujourd'hui sur le projet de loi 1, le projet de Constitution. Ce n'est pas un texte simple, ce n'est pas un débat ordinaire. On débat d'une vision de ce que devrait être la démocratie au Québec. C'est un débat qui appartient à la société, je dirais, au peuple québécois, qui ne doit pas nous appartenir seulement à nous, seuls ici, les députés de l'Assemblée nationale. Et c'est justement ce qui nous inquiète dans tout ce processus du projet de loi 1, c'est que c'est très mal parti pour un débat qui devrait être un débat populaire, un débat de société, quand on a un projet de loi qui est écrit dans les officines du ministre avec très, très peu de personnes consultées et qu'après, ça nous est livré comme ça à prendre ou à laisser. Alors qu'au contraire, une constitution, ça devrait être plutôt le fruit d'un énorme travail collectif. Le projet de loi 1 est présenté comme une constitution. C'est une façon de nommer les choses qui peut nous étonner à la limite. Nous, on préfère rester un peu plus prudent parce qu'une constitution, c'est pas juste c'est pas supposé être un slogan, c'est pas supposé être un manifeste de gouvernement. Une constitution, c'est supposé être un contrat social qui lie l'ensemble des constituants, des gens qui forment la nation, et qui peut donc s'entendre sur les grandes valeurs qui nous animent comme société québécoise et comment on veut ordonner la société et les institutions qui nous gouvernent. Et ce contrat-là, donc, qui nous est proposé à travers le projet de loi 1, il a été proposé sans le peuple, sans sa participation et sans plusieurs garde-fous démocratiques qui sont pourtant nécessaires dans toute société démocratique qui se respecte. Allons-y sur la question de l'accès à la justice. La restriction à l'accès à la justice, pardon. Alors, un des aspects les plus inquiétants du projet de loi 1 se cache dans une disposition assez technique, mais qui a une portée immense. C'est l'article 5 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle du projet de loi 1. Donc, ce texte-là, il interdit à des organisations financées par l'État de contester devant les tribunaux des lois qu'elles jugent contraires à leurs droits, dès lors que le gouvernement déclare que cette loi protège la nation. Alors, je mets entre guillemets, c'est bien sûr le texte du projet de loi, le texte du gouvernement, quand on dit « protège la nation », c'est selon eux. Et si on lit cette disposition-là à la lettre, ce n'est pas une loi qui protège la démocratie, c'est une loi qui pourrait éventuellement venir museler la société civile, puis une loi qui muselle des membres à part pleine et entière de la société québécoise, ce n'est pas une loi qui est démocratique, qui est valide. Pourquoi? Parce que dans une démocratie saine, la justice ne doit pas être un privilège réservé aux puissants, aux gens qui ont beaucoup d'argent, dont l'épaisseur du portefeuille est plus importante. Elle doit être accessible à tous et à toutes, la justice. Et qu'on décide ici que certaines lois seront inattaquables, en quelque sorte, aux yeux de la justice, c'est à la limite ne pas comprendre la société même dans laquelle nous évoluons depuis la fondation de la province du Québec, du pays du Canada. À la limite, la répartition des pouvoirs, c'est tout à fait normal et sain. Qu'on a l'exécutif, le législatif, le judiciaire. C'est normal que le judiciaire arrive et puisse venir corriger potentiellement en fonction des textes de loi, notamment en fonction de la Charte québécoise des droits et libertés, des éléments de projet de loi qui auraient été adoptés ici, qui ne respecteraient pas, selon un plaidoyer, bien sûr, les droits et libertés enchâssés dans cette Charte québécoise-là. Et de venir dire que là, il y a certaines lois qui pourront être votées ici, qui seront exclues de cette possibilité-là d'être contestées par certains organismes, parce que, soi-disant, ils reçoivent du financement public, c'est comme un drôle de raisonnement. Vous recevez du financement public parce qu'on vous reconnaît une importance pour votre mission, que ce soit une société publique. On parlait des universités tantôt de ma collègue, mais ça pourrait potentiellement être des groupes de la société civile. Bien voilà, vous n'avez plus le droit de poursuivre le gouvernement et de demander de la révision de certaines lois. C'est un peu particulier, Monsieur le Président. On inclut là-dedans, évidemment, des organisations qui défendent les droits collectifs, qui accompagnent les personnes vulnérables, qui rappellent à l'État ses devoirs et ses manquements. C'est des organisations qui, peu importe leur objectif, leur vision du Québec, et surtout, peu importe qu'elles reçoivent ou non de l'argent du gouvernement, sont des membres à part entière de la société québécoise. Et c'est bien triste, je trouve, Monsieur le Président, qu'avec cette loi-là, on laisse sous-entendre le contraire du côté du gouvernement. C'est une question de principe. Une constitution, c'est supposé de donner des droits. C'est pas supposé d'en retirer. Et là, on retire des droits d'ester en justice, selon les termes judiciaires consacrés. C'est assez étonnant comme direction qu'on nous propose dans cette constitution-là. C'est un danger fondamental avec cette interdiction-là qui risque de créer des œillères collectives
C'est un risque que certaines voix soient étouffées, qu'elles ne reflètent ultimement que les intérêts d'une seule frange de la population québécoise et non de son entièreté. Si on veut que le Québec ait les meilleures lois, les lois les plus justes possibles, il faut laisser la possibilité à l'entièreté des groupes de la société québécoise de contester des décisions gouvernementales, qu'ils reçoivent du financement public ou non. Moi, je me rappelle, Monsieur le Président, je suis assez vieux maintenant pour rappeler qu'à une certaine époque, puis c'est un discours qui revient de temps à autre, il devrait revenir bientôt d'ailleurs, avec le retour du balancier quand même assez fort de la droite dure, qu'il y a les groupes communautaires qui reçoivent de l'argent public ou que ce soit même des groupes de la société civile. On parle une fois des associations étudiantes, par exemple. J'ai évolué assez longtemps dans le milieu étudiant pour avoir entendu ça. Ils ne devraient même pas avoir le droit point de contester des choses parce qu'ils se reçoivent de l'argent du gouvernement. Alors que la contestation d'une société, d'un gouvernement, c'est un signe de démocratie. De laisser, évidemment, de la société civile nous questionner, se mobiliser, faire des manifestations à la limite, payer de la publicité aussi pour questionner les orientations du gouvernement. C'est ça aussi la démocratie québécoise. C'est pas tout le monde qui est d'accord tout le temps, puis on fait une élection 4 ans, puis après ça, on ferme la business de la démocratie, puis on laisse les gens gouverner comme si de rien n'était. Non, la démocratie, elle est vivante, puis elle doit s'exprimer à travers des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs-là, il faut qu'elles aient quand même une marge de manœuvre. Et si on les muselle avec l'article 5 de la Constitution, du projet de loi de Constitution, on n'avance pas dans la bonne direction. Un gouvernement, ça n'a pas toujours raison, bien sûr. On a vu récemment le gouvernement aller en justice, perdre sur plusieurs dossiers. Juste sur le dossier du travail, j'en ai des tonnes. Hein. Le projet de loi 10 sur l'équité salariale, le projet de loi 51 sur la construction, le 89 sur le droit de grève, le 101 sur la santé et sécurité, le 3 qui va être certainement contesté à la demi-seconde après son adoption dans les prochains jours ici au Salon Rouge, vont tout être contestés par des organisations, en particulier le milieu syndical. Là, je sais là, que techniquement parlant, le milieu syndical n'est pas visé par le libellé de l'article 5 de la loi, du projet de loi, pardon. Cela étant dit, il y a une section dans l'article 5 qui dit que des groupes peuvent être ajoutés à l'annexe. Donc, en effet, dans la liste de l'annexe, on ne voit pas les syndicats. Et donc, en théorie, les syndicats qui pourraient éventuellement recevoir des subventions publiques, je parle des fois, ça pourrait être possible, mettons, en francisation, mais ils pourraient être ajoutés dans l'annexe par une simple décision d'un décret d'un ministre. Donc, encore une fois, cette disposition-là qui dit oui, on pourrait ajouter à peu près n'importe qui, n'importe quoi dans cette annexe-là d'organisations qui n'auront pas le droit de poursuivre le gouvernement si une loi est dite protégée d'intérêt national, ça m'inquiète. Alors, encore une fois, je citais des exemples qui concernent plus le milieu syndical, qui ne sont théoriquement pas visés, mais cette possibilité-là d'ajouter à peu près n'importe qui m'inquiète beaucoup. Et on a vu, justement, par la longue séquence de projets de loi que d'aucuns pourraient qualifier d'antisyndicaux, je ne serais pas surpris de voir éventuellement, si le projet de loi 1 est adopté tel quel, de rajouter plus tard le milieu syndical dans les organismes qui seraient interdits de poursuivre le gouvernement sur certaines lois. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Puis, encore une fois, à mes yeux, c'est absolument nécessaire que tout le monde, tous les groupes puissent contester les tribunaux, dans les tribunaux, les lois du Québec qui reçoivent de l'argent public ou non. Je conclus cette section-là, M. le Président, en soulignant une citation du Barreau du Québec qui exprimait clairement « Une telle interdiction est irréconciliable avec un État de droit fort et une saine démocratie. » Ce n'est pas les mots d'un parti politique, c'est les mots d'une organisation, le Barreau du Québec, composée d'hommes et de femmes qui se consacrent à faire vivre l'État de droit au Québec. J'aimerais évoquer un peu le concept de la soi-disant souveraineté parlementaire là, évoqué dans le projet de loi. À son article 18, la souveraineté parlementaire est comme un principe fondamental de l'État québécois. C'est très technique, mais l'effet est quand même assez profond. On est en train de dire là, qu'avec une telle formulation-là, ça ouvrirait la porte à ce qu'une majorité parlementaire, décidée d'ailleurs par un mode de scrutin largement déficient, là, on l'a souligné à de nombreuses reprises, ça a même déjà été l'opinion du gouvernement que le mode de scrutin posait problème avant qu'il trahisse sa parole et qu'il revienne sur son engagement. Donc, sur une simple majorité parlementaire, on pourrait décider de tout, même de suspendre des droits fondamentaux sans justification. Donc, il y a quand même une limite à ce qu'une majorité parlementaire peut faire ici dans ce Parlement. Cette limite-là, c'est notamment les tribunaux, c'est notamment la Charte des droits et libertés. Mais là, l'article 9 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle stipule que le Parlement du Québec peut, s'il le juge opportun, lorsqu'il le juge opportun, inclure une disposition de souveraineté parlementaire d'office ou en réponse à une décision judiciaire dans toute loi qui l'édicte sans qu'il soit requis de la contextualiser ou de la justifier. Il ne peut être exercé aucun pourvoi en contrôle judiciaire fondé sur un droit ou une liberté visé par une telle disposition de souveraineté parlementaire en vue de faire déclarer inopérante la loi
ou la disposition visée par cette disposition de souveraineté parlementaire. C'est quand même hallucinant. On veut venir verrouiller à jamais des éléments de loi ou des lois complètes de toute forme de contestation judiciaire. Mais à la limite, M. le Président, pour qui on se prend là, ici dans cette Chambre? C'est normal que des choses soient contestées. On n'est pas la justice de droit divin ici à l'Assemblée nationale. Oui, on a les élus du peuple. Oui, on a une légitimité qui en découle, qui est forte, mais c'est un dialogue avec les tribunaux que nous avons. On le vit en ce moment sur la carte électorale. On avait pris des décisions, sont contestées par les tribunaux, on s'en va devant la Cour suprême plaider notre dossier. C'est très bien comme ça. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, de commencer à dire non, il y a des affaires qui vont être complètement à l'abri de toute forme de contestation et de pourvoi judiciaire. Ouf, c'est fort de café, ça, M. le Président. Et je trouve qu'on n'est pas du tout dans un environnement agréable d'un point de vue de démocratie et de renforcement de démocratie avec cet article-là. Par rapport à cet élément-là, le Barreau du Québec, toujours, parle, et je cite, d'un élargissement préoccupant des pouvoirs du législateur au détriment du pouvoir judiciaire. En d'autres mots, là, le gouvernement se donne les moyens de déroger aux droits humains fondamentaux, potentiellement, sans même devoir se justifier, sans même devoir contextualiser sa décision, puis se protège contre toute forme de contextualisation. Ça constitue une attaque, à mon avis, qu'on pourrait qualifier d'assez radicale à la démocratie. La Charte des droits et libertés du Québec, là, c'est un fleuron qu'on a adopté ici dans les années 70, en 1975, 7 ans avant que la Charte canadienne soit, elle, adoptée dans des contextes politiques que nous n'aimons pas, bien sûr, comme on le sait très bien. Le gouvernement caquiste a instauré une très mauvaise tradition en lien avec la Charte québécoise en la modifiant sous bâillon 3 fois dans les dernières années. En 2019 avec la loi sur la laïcité, en 2022 avec la loi sur la protection du français, puis en 2025 avec la loi sur le modèle d'intégration québécois. Et les 3 fois en utilisant donc la clause de dérogation pour venir inscrire dans la Charte 3 lois qui contreviennent aux droits et libertés fondamentales de groupes minoritaires. La Constitution caquiste souhaite maintenant normaliser et constitutionnaliser le droit de déroger aux droits humains fondamentaux à travers la disposition de souveraineté parlementaire. Ce n'est pas une Constitution qui protège, ce n'est pas un projet de Constitution qui protège, c'est une Constitution qui conforte le pouvoir en place et le pouvoir du moment. Le barreau s'inquiète aussi fondamentalement de l'atteinte qu'on pourrait appeler systémique à l'état de droit. On fait une analyse plus générale au barreau. Bien sûr, il y a le projet de loi 1, mais il y a le projet de loi 2 aussi, qu'on a réglé entre-temps en partie, et le projet de loi 3 qu'on a terminé l'étude détaillée là, il y a quelques semaines. Ces 3 choses-là ensemble, notamment, musellent les contre-pouvoirs, affaiblit la séparation des pouvoirs et met en péril la protection des droits fondamentaux, en particulier donc le projet de loi 1, le projet de loi de constitution. Le barreau note que le texte introduit un conseil constitutionnel partisan nommé sur recommandation politique plutôt que sur le mérite juridique. Le conseil serait appelé à rendre des avis qui s'apparentent à des décisions judiciaires, créant une confusion constitutionnelle qui pourrait potentiellement fragmenter la primauté du droit. Imaginez donc un tribunal indépendant qui protège un droit à travers une décision, mais en parallèle, le dit Conseil constitutionnel qui pourrait recevoir un mandat, on va le dire, assez politique, de valider ou invalider des interprétations constitutionnelles du gouvernement. Qui est-ce qui va primer? Comment tout ça va fonctionner? C'est juste générer du chaos judiciaire, M. le Président, que de fonctionner ainsi. Je pense que c'est un peu ça l'objectif pour beaucoup délégitimer et affaiblir les tribunaux, je pense en particulier à la Cour suprême. C'est un recul que même les adversaires idéologiques du barreau n'auraient pas imaginé il y a à peine quelques années. Encore une fois, ce n'est pas un projet de constitution ici qui protège, c'est un projet de constitution qui fragilise nos institutions démocratiques. Il y a Amnesty International également qui s'inquiète beaucoup du recul des droits et des atteintes aussi, donc, directement à l'état de droit. Même au-delà des frontières, des organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Amnesty International a déclaré que le projet de loi 1 était, et je cite, régressif, anti-droit et met en péril l'état de droit au Québec. Selon Amnesty International, le texte affaiblit la Charte québécoise des droits et libertés en lui imposant des nouvelles limites, marginalise les droits individuels et collectifs et restreint l'accès à la justice, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Il contrevient au droit international en créant des obstacles procéduraux à la contestation, on en a parlé plus tôt. Je le vous répète donc très clairement, une constitution, ce n'est pas supposé d'affaiblir. Là, on a même Amnesty International qui vient nous dire qu'on n'est pas en train de bien paraître à l'international avec ce projet de loi-là.
ça vient donner de mauvaises figures internationales au Québec. Et ce n'est pas agréable de voir ça. Sur la procédure, M. le Président, sur la forme, là, j'ai parlé beaucoup du fond, mais sur la forme, il y a là aussi, évidemment, un immense problème. Je le disais en ouverture, en introduction, un projet de constitution rédigé dans les officines du ministre avec quelques personnes, ce n'est pas un processus démocratique. Une constitution, c'est supposé faire l'objet de larges consensus et surtout, donc, de larges consultations. Si le gouvernement tenait à faire tellement un projet de constitution, c'est un projet louable, j'en suis, moi, de dire pourquoi pas donner une constitution au Québec. Je préférais bien sûr que ce soit une constitution d'un pays du Québec, mais ça se discute d'avoir une constitution pour la province du Québec. Je n'y vais pas des tonnes d'avantages personnellement à ma formation politique non plus, mais ça se discute certainement. C'est une démarche qui est pertinente, qui se défend. Mais de la manière dont c'est fait, en fin de mandat, comme tentative de relancer un parti politique en chute libre dans les sondages, sans consultation, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas ça, le Québec. C'est pas ça, les grands consensus sociaux. On a connu à la fin des années 90, début 2000, ce qu'on appelle les grands sommets socio-économiques du Québec, où là, il y avait des grandes discussions, là, il y avait des consensus qui sortaient de ça, puis la société complète prenait des orientations, autant dans les cabinets ministériels que dans les organisations de société civile. C'est comme ça, par exemple, qu'on a réussi à créer le réseau des CPE, le RQAP, des choses comme ça. Ça découlait de grands consensus sociaux. Se doter d'une constitution, c'est pas un petit projet de loi d'un coin de table qu'on décide puis qu'on fait une couple de consultations en commission parlementaire, puis voilà, chop chop, le travail est fait. C'est supposé être quelque chose de bien plus sérieux, avec une immense démarche. À Québec solidaire, bien sûr, on propose de faire du Québec un pays, puis on propose de le faire d'une manière originale, qui est de faire d'une assemblée constituante, où est-ce qu'on aurait de larges consultations en amont d'un référendum, où est-ce que le peuple du Québec serait appelé à dessiner les contours du pays, donc la Constitution, et après de longs débats, de longues discussions, où on aurait attaché les grands consensus, mais c'est là qu'on passerait au vote sur le projet de Constitution avec un exemple très pointu, très exact de ce qu'à quoi ressemblerait le pays du Québec en être. Mais ça serait fait à l'issue d'un long processus de consultation. Certainement, on n'a pas un chiffre magique, c'est-tu des mois, c'est-tu des années, mais certainement plus que les quelques semaines auxquelles nous avons consacré des heures sur le projet, notamment mon collègue de Maurice Richard. Donc, une constitution, ça ne s'écrit pas comme ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se discute, ça se consent, si vous me permettez l'expression. Et puis, ce n'est pas une démarche, moi, qui m'a beaucoup impressionné, celle du ministre de la Justice. Et sur la forme, en tout cas, c'est certainement un échec sur tout l'exercice. J'ai beaucoup parlé des contre-pouvoirs. Je voudrais parler aussi de la modification de la Constitution, de l'adoption et de la modification dans les minutes qui me restent. Il y a plein de pays dans le monde, ça prend plus qu'une simple majorité pour modifier une Constitution. Parfois, ça prend une supramajorité, donc un 2/3 de l'Assemblée. Parfois, ça prend même encore plus, un vote dans une deuxième chambre. On n'a pas ça ici au Québec, un Sénat, ça en est débarrassé dans les années 60. Mais quand on parle d'une contestation de droits fondamentaux comme ça, d'avoir des votes à majorité simple, sous-entendu dans cette Constitution-là, moi, ça me pose un immense problème. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait rejeter. Et donc, de dire on vote une Constitution à majorité simple ici, avec des possibilités de faire des protections, des dérogations permanentes ou semi-permanentes, toujours à majorité simple, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, qui devrait rejeter. Monsieur le Président, dans le temps qui me reste, bien sûr, j'aimerais conclure en disant qu'on n'a pas du tout assisté à un véritable processus constituant, menant normalement à une Constitution du Québec. C'est louable de vouloir une Constitution pour la province du Québec, mais c'est certainement pas une bonne manière d'y arriver, et le contenu est certainement à contester. Je ne peux pas m'empêcher de faire référence à tout le débat désagréable que nous avons eu dans les dernières semaines sur le dossier de l'avortement, du droit à l'avortement. On avait eu cette discussion-là en début de mandat, avec la précédente ministre des Conditions féminines. Et ça avait été une discussion enrichissante, intéressante. J'y avais participé à travers différents groupes dans ma circonscription. J'avais rencontré des gens. On avait clos cette discussion en disant que c'était une fausse bonne idée. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir le ministre revenir avec ça il y a quelques mois déjà. Et on a passé du temps et du monde se sont mobilisés encore et encore, alors qu'il y aurait d'autres choses à faire, d'autres batailles à mener sur le dossier de la condition féminine au Québec. Et j'en veux au ministre. Je suis fâché, j'en veux au ministre d'avoir gaspillé tout ce temps-là, d'avoir fait gaspiller tout ce temps-là à toutes les femmes, principalement, évidemment, qui se mobilisent au Québec pour le droit à l'accès à l'avortement, d'avoir remis une dose d'anxiété
sur les femmes qui sont au front sur ce dossier-là. J'ai pensé beaucoup à elles dans les dernières semaines. Je suis content qu'il y ait une fin heureuse là, à cette deuxième ronde. J'espère que ça sera la fin et qu'on ne reconnaîtra pas une troisième ronde désagréable comme celle qu'on a vue. Donc, ce projet de loi 1 est à retirer, M. le Président. Recommençons du début si on veut avoir un processus pertinent, parce que ce qui est devant nous, ce n'est pas intéressant. Merci. Merci, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Nous poursuivons.